Bonsoir à tous. Le 22 septembre 2017, une déflagration suite à une explosion d'une bombe dite artisanale se faisait entendre sous le ciel de Douala, était précisément à proximité du site de la société camerounaise de dépôt pétrolier. À un jet de pierre du carrefour Agip à Douala, sèment une panique générale au sein de la population. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva Diboa, et le général Sali, tout comme quelques hauts gradés de la police et de la gendarmerie, effectuent alors une descente sur les lieux. Au bout des premières investigations, la piste criminelle était évoquée et le niveau d'alerte montait d'un cran. Nous saisirons le prétexte de cet événement pour apprécier le risque de ce type d'installation hautement combustible dans une ville de Douala à la démographie galopante et dont l'un des corollaires est l'occupation anarchique, avec notre invité ce soir qui a été très actif dans la construction de la plupart des stations de la société camerounaise de dépôt pétrolier. L'accès au logement demeure une préoccupation majeure au Cameroun en dépit des mesures prises par les pouvoirs publics pour offrir un logement décent aux Camerounais. L'acquisition d'un bien immobilier donc loin d'être à la portée de toutes les bourses. Notre invité ce soir, qui est par ailleurs promoteur immobilier, nous en dira certainement un mot. Et puis nous parlerons de l'essor des petites et moyennes entreprises, mais également du secteur agricole, présenté comme levier de croissance du Cameroun. Rappelons que notre invité ce soir a également une casquette de chef d'entreprise, mais également d'agriculteur. Enfin, dans l'ordre des questions thématiques, nous allons aborder l'influence de l'Église catholique face aux églises dites de réveil. Aujourd'hui, notre invité ce soir, dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous, n'est autre que son Excellence Luc-Émile Ndiom, chaudronné de formation, opérateur économique, évêque supérieur de la Fraternité Saint-Albin, membre de la Conférence des Églises catholiques et orthodoxes traditionnelles du Cameroun. Bonsoir Excellence et merci d'avoir accepté l'invitation d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. Merci Yves, merci à tous les téléspectateurs de la télévision LTM et à tous les chrétiens du monde et tous ceux qui croient en Dieu. Alors Monseigneur, généralement à l'entame de cette émission, on a une question rituelle. Y a-t-il des questions sur lesquelles Monseigneur souhaite ne pas s'exprimer? Je suis apolitique, mais je suis Camerounais et citoyen camerounais. Parce que dans cette émission, nous manions aussi bien la chicotte que la carotte. C'est peut-être pour ça que... C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On va naturellement, Monseigneur, débuter notre phase d'échange avec des questions d'actualité. L'actualité la plus brûlante, celle aujourd'hui qui suscite l'ire au niveau du continent, à travers les réseaux sociaux également. C'est ce vaste mouvement observé d'ailleurs à Paris, devant les ambassades de la Libye, à la suite de la maltraitance, dit-on, des migrants du côté de la Libye. Vous avez certainement suivi cette actualité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Yves. Comme homme d'église, c'est vraiment indigne ce que vivent nos frères et sœurs hors de nos frontières. Et je vous le dirai, j'ai fait aussi des voyages hors de ce pays, en Afrique. Libreville et Bangui, quelques destinations. Tout à fait, Tchad, Centrafrique et Gabon. Mais je me suis toujours senti mieux chez moi. Parce qu'on n'est pas mieux ailleurs que chez soi. En ce qui concerne l'actualité, je dis, je suis trop de médias. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est que je ne sais pas, tout d'abord, ce que cherchent nos frères au-delà de notre pays, ou de nos pays, parce que je ne peux pas dire... Ils vous diront peut-être qu'ils fuient la misère. La misère, elle existe partout. Même aux États-Unis, qu'on croit comme grande puissance, il y a les misérables. Tous les pays du monde ont des pauvres. Mais étant chez soi, on est mieux armé pour faire quelque chose que d'aller chercher ailleurs. Je dirais, je prendrais l'exemple sur moi-même. Je pouvais aussi m'exiler et aller dire que je m'en vais chercher les Dorado. Non. Mais j'ai compris très vite
qu'étant chez soi, on est mieux loti. J'ai des amis avec qui nous avons cheminé, qui sont partis, qui ne sont plus jamais revenus, et qui ne reviendront plus parce qu'ils sont morts. C'est regrettable. Pour nos frères qui sont vendus aujourd'hui comme des bœufs, je me pose une question. Comment l'être humain peut-il traiter son semblable comme un sous-homme? C'est inhumain. Et nous avons cru que l'esclavage était aboli. Dommage que nous vivons encore cet esclavage sous plusieurs formes. Parce qu'on voit seulement la Libye aujourd'hui, ou parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu le courage de nous sortir des images. Mais même à l'intérieur de nos pays, il y a l'esclavage. Sous plusieurs formes. Je prends un exemple. Comment voulez-vous payer votre ouvrier qui travaille pour vous pendant 30 jours et lui donner 36 000 francs? Le transport lui reviendra combien? Il mangera combien? Il logera combien? Non, c'est une forme d'esclavage. Bon, quand on dit que ça pousse les autres à fuir, il y a d'abord un phénomène qui pousse les gens à fuir, c'est que nous voulons tous être dans les villes. Non. On est mieux lotis et mieux dans nos villages qu'en ville. Et quand on vient en ville, on ne trouve pas quoi faire, on commence à chercher d'autres moyens. On prend de mauvaises compagnies qui vous disent, ils vous laissent croire qu'ailleurs, vous pouvez être mieux. J'ai dit non. Nous souffrons aujourd'hui dans nos villages. Il n'y a plus de jeunes dans les villages. Vous avez fait allusion à l'agriculture. On en parlera là. On en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Tous les jeunes sont en ville, moto. Quand passe. Mais l'esclavage, au nom de Dieu, que nos frères qui souffrent ou qui sont acteurs, qu'ils cessent, qu'ils prennent les frères comme eux-mêmes. Vous qui êtes une autorité religieuse, lorsque vous observez des images comme ceux qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, ceux qu'on a pu voir sur des chaînes internationaux, vous vous dites, au niveau de l'Église, on a peut-être péché quelque part? Péché, ça dépend de la forme et peut-être de quel contexte. Parce que le péché, là j'espère comme disent les médicaments, mais le péché qu'on dit pour l'immigration, je dis non. Péché, on accuse toujours les gouvernants. J'ai dit tout à l'heure que je suis apolitique, mais excusez-moi. Chaque pays a sa politique. Et notre pays a la sienne. Seulement, c'est la manière d'utiliser cette politique que d'aucuns peuvent qualifier de bonne ou mauvaise. Mais moi, je dis, pour condamner ipso facto que c'est un péché, je m'abstiendrai, je ne dirai pas. Est-ce que c'est justement l'aspect moral de ce type de pratique qui m'intéresse, et vous qui êtes justement une autorité religieuse, je veux justement comprendre. On est au 21e siècle, en 2017, il y a une prolifération d'églises et de religions. Comment on se retrouve avec de telles pratiques en 2017? Merci. Religion, vous dites, il faut aussi savoir quelle religion s'agit-il. Parce que nous avons des religions d'animation. On ne parlait pas vraiment de l'homme, du but de l'homme, de la fraternité qui doit exister entre nous. Parce que même à travers ces églises, on exploite les autres. C'est pas normal. Accepteriez-vous, Yves, permettez-moi de vous appeler ainsi, une maman qui passe la longueur de sa journée à vendre son piment en bordure de la route, vienne faire sa quête, parce que je ne m'appellerai pas sa dîme, la quête du dimanche, et qu'un pasteur ou un prêtre dise que je ne veux pas voir les pièces jaunes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non. J'ai dit non. Alors, si l'Église enseigne réellement le but de l'homme sur cette terre, le but de l'homme sur cette terre, c'est laquelle? C'est d'être utile à son prochain. Le but de l'homme sur cette terre, c'est d'être utile à son prochain. Si tu n'es pas utile à ton prochain, tu ne sers à rien.
Utile à ton prochain, c'est que ce que tu as, tu partages. Et nous allons entrer dans le cadre de partage, même national. Je vois, j'entends, j'écoute, je ne sais pas si c'est vrai. Ces détournements, cet argent qui va à gauche, à droite, ces milliards qui sont détournés. Mais si on ramenait ces milliards et qu'on mettait ici pour le service de tout, je crois que nos frères n'auront même pas l'envie. Parce que je vous donne, permettez-moi d'aller un peu de ce côté. Ce qui fait fuir les jeunes au village, c'est quoi? Manque de communication. Il n'y a pas de route. Parce que vous pouvez cultiver, mettre en route. La voiture passe peut-être une fois toutes les 2 semaines. Ou peut-être même pas. Votre plantain va coûter combien pour le transport? Arriver en ville, il coûtera combien? Vous vous ramenez combien? Il n'y a pas de voie de communication. Et les jeunes désœuvrés, ne trouvant pas comment faire pour vivre, veulent venir en ville. Et en ville, il y a tous ces détours et tous ces contournements qui arrivent. Alors vous avez souhaité dissocier, c'est peut-être ça, vous avez souhaité dissocier les religions de religion. Vous allez peut-être me dire ce que vous sous-entendez par cela. Mais la réalité, c'est que ces pratiques d'une autre époque, datant même d'une époque de Mathusalem pour certains, traduisent au moins une réalité, c'est que l'autorité morale a vraisemblablement échoué quelque part. Y compris vous d'ailleurs, puisque vous en faites partie. Excusez-moi, je ne dirai jamais du mal à autrui. Surtout quand il faut moraliser. Moraliser veut dire quoi? C'est-à-dire te prendre toi-même en charge, te donner la conduite à tenir pour la réussite de ta propre vie. Parce que la religion, c'est pour élever l'âme. L'âme pour atteindre la perfection. Alors, pour élever l'âme, que l'âme atteigne la perfection, il faut d'abord l'harmonie de soi. Si on n'est pas en harmonie en soi-même, on ne peut rien faire. L'harmonie en soi-même veut dire quoi? Veut dire que si tu as faim, on te dit même de prier, tu ne peux pas. On te dit même de rendre service à quelqu'un, tu feras quoi? Rien. Alors, pour que l'Église soit bien, une bonne, et je dis, on apprend d'abord à l'être humain de se prendre lui-même en considération. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire ne pas penser que l'extra viendra d'ailleurs, mais pas tes propres efforts. Parce que la Bible dit, tu mangeras la nourriture à la sueur de ton front. Il y a des petits métiers ici qui donnent de l'argent. Et vous avez vu ce que nous appelons les Maliens, là, excusez-moi de l'expression, nos frères qui sont venus d'ailleurs de l'Afrique de l'Ouest. Ils marchaient tout le long de la journée avec des caisses, toc, 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 toc. Ils réparent des chaussures, 200. Vous l'insinuez quoi? Que ceux qui prennent la route de l'exil sont quoi, les paresseux? Oui, quelque part. Je dirais, permettez-moi de dire qu'ils sont paresseux. Ils sont paresseux parce qu'ils croient que là où ils iront, ils verront mieux. Mais arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils font? La même chose que les autres font chez nous, chez lui, où il a laissé tout le bien. Ceci ne veut pas dire qu'il faut qu'ils deviennent des esclaves, non. Mais quand tu vas, tu trouves qu'il n'y a plus moyen, rebrousse chemin. J'ai écouté l'intervention d'une sœur qui a fait ce voyage et qui est rentrée pour donner conseil aux consoeurs. J'ai écouté aussi à la radio un autre qui a fait la prison en Libye. Il témoigne comment il souffre, comment on les tue à la fin. Finalement, le déplacement servait à quoi? L'argent que vous payez pour ce passeur, dit-on, c'est un bon budget. 1 million et poussière. Vous avez dit tantôt dans votre préliminaire que je suis entrepreneur. Moi, je n'ai pas commencé avec des millions. J'avais 300 000 francs. Qui m'était octroyé par un frère de fin aujourd'hui, par son âme, il est mort. Je peux citer son nom. Il s'appelait Dieu Augustin. Il m'avait donné 300 000 francs. Quand j'avais perdu mon emploi, nous allons parler de ça tout à l'heure, parce que vous avez parlé de... Oui, on évoquera ce Donc moi, je veux dire, l'argent que vous avez, pour vous, c'est déjà un fonds de commerce. C'est un fonds pour faire quelque chose. Si vous n'avez pas l'idée, demandez. On peut vous conduire, on peut vous initier, on peut vous monter les moyens par lesquels vous pouvez passer. Avec 1 700 000, ça fait un capital. Et d'autres en dépensent plus. Vous pouvez avoir cet argent, investir ici, sans risque.
Donc un besoin de recadrage et de conseils pour la jeunesse. J'aimerais qu'on sorte de ce sujet pour évoquer l'un des sujets que j'ai annoncé à l'orée de ce programme, notamment l'explosion, dit-on, d'une bombe artisanale du côté de la SCDP. C'était ici à Douala. Et là, c'est un peu le chaudronnier et l'expert des questions liées justement à la sécurité de ce type d'installation que je voudrais interpeller. Je rappelle que vous avez participé, sinon vous en êtes l'un des précurseurs de l'installation de ces différents des stations de la Société camerounaise de dépôts pétroliers. D'abord, sur cette actualité aujourd'hui, vous avez cru la thèse ou l'hypothèse ou la thèse d'une piste criminelle vous semblait plausible, vous qui connaissez ces installations parfaitement? Y a-t-il des risques? Y avait-il réellement des risques? Je ne suis pas expert en la matière. Mais ceux qui ont fait les enquêtes ont trouvé que c'était d'origine criminelle. Mais moi, j'ai dit, ceux qui ont voulu faire ce crime ne connaissent même pas ce que c'est les installations. Ils ne connaissent pas ça. S'ils ont voulu faire un bruit pour se faire entendre, oui. Mais je veux dire, parce que vous avez dit pendant le préliminaire que la SCDP qui est au milieu de la ville et tout, quand on construisait la SCDP, la ville n'était pas autour. La ville n'était pas autour. Il y a la démocratie galopante à créer ce que ça peut créer comme phénomène. Ne sont pas facilement transportables. Et pour ce faire, je vais vous dire, il y a une sécurité absolue sur les dépôts pétroliers. Beaucoup. Je ne peux pas, je suis devant l'écran, je ne peux pas tout étaler ici pour dire comment ça fonctionne. Mais je vous dis, même les incendies sont rares, ne peuvent même pas arriver. Parce qu'il y a une sécurité absolue. Moi, j'ai participé parce que je suis l'un des premiers Camerounais à avoir travaillé dans une entreprise à 100% camerounaise. Je peux me rappeler en vous disant que j'ai travaillé avec un Camerounais qui s'appelait Ngani Joseph, malheureusement qui a été assassiné en 1987. J'ai été son premier collaborateur. Et nous étions la première entreprise camerounaise à travailler dans l'industrie de ce pays. Et même dans la sous-région de l'Afrique centrale. On l'appelait la société, au commencement c'était ECTSC, c'est-à-dire Entreprise camerounaise de tuyauterie, soudure et canalisation. Mais après c'est devenu la SCTSC, société, même définition. Nous avons fait beaucoup de travaux, Douala, Gaoundéré, Yaoundé, dans toutes les industries brassicoles. Alors, la sécurité qui règne, je connais que ce n'est pas facile d'accéder et causer des dégâts. Ceci ne veut pas dire que la prudence ne vaut pas la peine. Il faut toujours avoir cette prudence et avoir toujours les possibilités. La possibilité d'une main criminelle qui viendrait de l'intérieur, vous paraît une main criminelle venant de l'intérieur à explorer, vu le niveau de sécurité que vous évoquez, vous qui connaissez bien ces installations. Je connais les installations, puisque ce dépôt qui charge les wagons citernes en bas, j'ai été le premier à installer cette station de pompage au temps de M. Kamdem qui était à la SCDP. J'ai connu beaucoup de gens. Bon, c'était une période, elle est très lointaine aujourd'hui. Mais puisque la technologie s'avance, ceux qui y travaillent, même la technologie de protection augmente. Parce que si en 1987, 81, 82, 83, il y avait cette sécurité. Aujourd'hui, en 2017, avec tout ce qu'il y a comme panoplie d'instruments de sécurité, la sécurité est hautement implantée dans nos dépôts pétroliers. La main criminelle ne pouvait pas accéder dans ces installations. La main criminelle a voulu faire un boucan. Si c'était une main criminelle à quelle fin, à votre avis, hein, on est dans les supputations. Troubler le pays. Ça, c'est pour créer... Puisqu'on était au fort de la fameuse crise dite anglophone. Il faut installer un climat de peur. Et croyant que par cela, c'est une déstabilisation. Moi, j'ai dit,
Nous sommes Camerounais, ce pays nous appartient. Ne le détruisons pas. Que pensez-vous de la proximité des habitants avec justement les installations de la société? Vous avez vu, on venait de détruire, de déguerpir tout ce qui était à côté de ce dépôt pétrolier. C'est là où se faisait tout le trafic. On a déguerpi. Et maintenant, la SDP a sécurisé sa zone. Et je vous dirais que, connaissant bien les lieux, la SDP même a abandonné une partie de son terrain. Mais pour sécuriser ce qui est là. Parce que la SDP à l'époque traversait la route qui va vers, comment nous appelons ça, Feu Rouge Bessenguin. Ces installations, même ces poteaux traversaient la route. Parce qu'il n'y avait pas de route. Parce que de l'autre côté, c'était Carrefour Agip. Vous appelez Agip parce qu'il y avait une station qu'on appelait Agip. Maintenant, c'est la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Moi, je dis, même vous, Yves, si vous avez la crainte, la peur de mourir, vous ne pouvez pas voir le feu et aller mettre la tête. Est-ce que nos frères et sœurs qui habitent des alentours du dépôt pétrolier, ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé ensemble? Ils ne savent pas que c'est un danger permanent? Non. Et ce n'est pas tout. Si vous regardez seulement là aujourd'hui les dépôts pétroliers, regardez les stations qui profilèrent partout maintenant. Une station est entre deux bâtiments. Quelle sécurité? Le jour où ça prendra feu. Je ne souhaite pas. Mais ça va faire mal. Avant, on ne constituait pas les stations n'importe comment. Mais aujourd'hui... Est-ce qu'il y a un laisser-aller? Ils n'ont pas appelé ça laisser-aller, mais ils ont appelé ça une libération. Ils ont libéré le secteur pétrolier. Parce qu'avant, il y avait un monopole. Il n'y avait que les Total. Il n'y avait pas de nationaux dedans. Aujourd'hui, on a mis les nationaux. Mais ce que je veux dire, c'est que en leur donnant les autorisations, qu'on soit très, très, très poignant en ce qui concerne la sécurité. Très bien. Je veux qu'on sorte de ce sujet peut-être avec une autre image, ces installations du côté de la base ELF, comme on l'appelle communément, à proximité de quelques installations de l'entreprise en charge de la fabrication du ciment. On a parlé également des risques environnementaux de ce côté-là et des risques liés au trafic. Il y a vraiment des risques à ce niveau-là? Il y a des craintes? Actuellement, je ne sais pas puisque je ne fais plus partie de la zone, mais la conduite qui a été posée pour alimenter le quai ou accoster les bateaux, cette conduite a été posée par moi. Qui part, si vous regardez bien, avant l'entrée du chantier naval, il y a les tanks qui sont à gauche, il y a les fûts, les tanks qui sont là. Ces tanks, c'est là où part le gazole qui alimente les bateaux et qui passe par le côté, je ne sais plus quel est le magasin qui occupe ça maintenant. Il y a un magasin qui longe la route entre chantier naval et la route qui mène vers Dangote. Et la conduite de gazole là n'arrive pas à l'usine où est planté Dangote. Ça bifurque. Ça passe du côté où se trouve Freelander jusqu'au port. Bon, à l'époque, c'est des tuyaux qui étaient bien garantis et tout. Mais si par ailleurs, une main criminelle veut aller essayer de forer, faire quelque chose, j'essaierai vraiment dessus, parce que là, c'est que c'est volontaire. En ce qui concerne les risques, puisque ces conduites, sauf la vestuté, c'est-à-dire la vieillesse de ces conduites, c'était des conduites bien sécurisées. Donc pour vous, il n'y a pas grand-chose à craindre? Non, actuellement, je ne peux pas dire, comme je ne connais pas l'état de la conduite actuelle. Je ne connais pas. Parce que c'est pour ça que je ne peux pas vous certifier que d'office, il n'y a pas de crainte. Mais je crois que qui sont en charge de vérifier toutes ces conduites connaissent ce qu'il y a. Très bien. Je voudrais qu'on sorte de ce sujet rapidement pour évoquer une autre thématique. C'est vraiment l'axe thématique qu'on aborde en ce moment. On va d'abord
Parler de l'acquisition ou les logements décents. Vous savez que la politique du gouvernement, c'est de permettre aux Camerounais d'avoir des logements décents. On a parlé des logements sociaux. Et ça, c'est l'agent immobilier ou alors le promoteur immobilier, c'est même l'expression que je cherchais, que je vais interpeller. Vous avez l'impression que c'est facile d'avoir une maison au Cameroun aujourd'hui? Pour avoir une maison au Cameroun, ça dépend d'abord de son propre statut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de ce que vous faites vous-même et de ce que vous voulez. Aujourd'hui, tout Camerounais a besoin d'un habitat. À partir de la crise qui nous a frappé depuis 2011. Si vous avez regardé, les Camerounais se sont mis à construire. Chacun veut avoir un logement. Même si dans le lobby, comme on dit, dans les marécages, il veut avoir une maison à lui. Mais il y a quelque chose qui manque à nos frères, c'est la sensibilisation. Parce qu'actuellement, je suis en train de voir la communauté urbaine en train de mettre les banderoles partout, des placards, où dit frère, ma soeur, pour avoir un terrain, il faut penser d'abord à l'urbanisme. Je serai peut-être un peu dur. Parce qu'en tant qu'immobilier, comme vous avez dit, j'ai beaucoup de casquettes, comme vous avez dit, je serai très dur à l'endroit du gouvernement. Parce que, je vous dis par exemple, j'ai des terres à PK21, village Colombo. Au moment où les populations se déplacent pour aller ailleurs, pour aller vivre, le gouvernement n'intervient pas. C'est le moment où jamais, quand on trouve déjà qu'il y a tel endroit, il y a tel où le peuple, la population va aller, c'est le moment des avancées. Mettre les routes, mettre les cités, mettre de l'eau. En ce temps, même les populations qui viendront seront obligées de se conformer. Après, on va commencer à dire la construction anarchique. Anarchique, vous étiez où quand ils construisaient? Donc, pour avoir maintenant, pour revenir à votre question, chaque Camerounais ne peut pas avoir un habitat décent. Pourquoi? Ça dépend de la voix de tout un chacun. J'ai écouté les uns et les autres dire que avec 30 000 francs, tu as un titre foncier. Ça me fait rire. Non, il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Parce que quand quelqu'un s'engage, il faut qu'il sache à quoi il s'engage. Il y a trop de non-dits en matière de l'immobilier. Pour avoir le terrain, il faut déjà, pour avoir un terrain qui est adéquat, c'est-à-dire qui respecte tout, il faut qu'il soit titré. Qui doit titrer? Est-ce toi qui viens acheter? Toi qui viens acheter, si tu n'es pas autochtone, tu ne peux pas faire une immatriculation directe. Pourquoi? Parce que ces terres ne t'appartiennent pas. Il y a une communauté qui occupe ces terres. Il faut donc te rapprocher auprès des autorités coutumières pour dire que tu as besoin d'un espace. Eux n'ayant pas aussi obtenu un titre foncier, ce que tu veux occuper, c'est le domaine national. Mais qui appartient à une communauté coutumière. Ceux-là, ils vont te demander de l'argent ou de la nourriture. Quand ils te le donnent, quand tu leur donnes cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils te délivrent une attestation d'abandon coutumier. Avec cette attestation d'abandon coutumier, c'est là où tu vas maintenant auprès de la sous-préfecture faire la demande d'immatriculation du domaine national, d'une parcelle du domaine national. Ça coûte combien? Ça dépend des régions. Là où tu as. Moi, je parle de là où je connais dans la Sana-Martim, je connais même dans l'Oncam, où la demande coûte 27 500 francs. Et après, on te dit maintenant que pour publier, on commence à te demander des 20 000, des 15 000. Tu ne sais même pas où va cet argent et tu n'as même pas de reçu. Fin de fin, juste pour une simple demande, en attendant la descente de la commission, tu dois dépenser au minimum 40 000 francs. Maintenant, pour que la commission descende, alors là,
c'est une autre paire de manches. Autrement dit, pour avoir une maison aujourd'hui au Cameroun, il faut rêver. Rêver. Il faut rêver. Et il faut être puissant. Il faut avoir les moyens. Tu n'as pas les moyens. Ça veut dire que même en travaillant comme nous travaillons, là, nous n'avons pas de chance d'avoir Il y a des institutions. Il y a par exemple le crédit foncier. Vous pouvez passer par le crédit foncier pour avoir votre logement. Vous pouvez passer peut-être par votre banque. J'allais vous relancer sur cette question. Par quelle alchimie vous êtes devenu propriétaire immobilier? Très bien. Merci. Vous avez hypothéqué des biens de famille? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, vous n'avez même pas encore atteint là où il faudrait. Mais je veux arriver que, pour vous dire en avance que j'ai été religieux sans le savoir. Qu'est-ce que cela signifie? Mes frères, mes soeurs, tout le monde m'écoute. Ils savent que ce que je dis est vrai. Je ne vais jamais voir quelqu'un souffrir sans pouvoir lui venir en aide, tant que j'ai les possibilités. Et je veux que les gens comprennent que je dis je n'ai pas, que les gens sachent que je n'ai pas. C'est ainsi donc que j'ai connu une tante qui s'était mariée à un monsieur. Ce couple n'a pas eu d'enfant. Je crois que je fréquentais encore. Un jour, je suis allé en vacances chez mes parents. Nous sommes partis, ma maman et mes frères, nous partions pour acheter du manioc, pour faire des bâtons de manioc pour pouvoir vendre. Parce que ma maman perd son âme. Elle a trop souffert, mais elle n'a rien mangé. Bon. En passant, on a donc vu une maison en natte qui n'avait que comme toiture les fibres. Et au-dessus de ces fibres, on a mis un plastique. Comment? Je me suis exclamé, j'ai demandé à maman, est-ce que les gens vivent dans cette maison? Moi, je ne savais même pas que c'était ma tante. Elle me dit, oui, c'est même ta tante qui est mariée là. Merde. J'étais choqué. Je crois qu'à l'époque, je faisais 4e. Nous sommes partis. Au retour, on a fait escale pour se reposer. J'ai dit à ma tante que, maman, pendant les vacances, je viendrai te construire la maison. Vous savez qu'on construit la maison comment? Mais je l'ai dit, j'ai lancé ça comme ça. Et effectivement, les grandes vacances étant venues, mon cadet, qui est aujourd'hui le chef du village de Colombo, nous sommes en tambrousse, couper les piquets. Nous avons coupé les piquets, nous sommes venus verser les piquets. J'ai couru vers mon papa, qui est aussi aujourd'hui de regretter mémoire. Je lui ai dit, papa, notre tante qui est là a besoin d'une maison. On a coupé les piquets, mais il faut qu'on lui implante une maison. Papa a dit, vous avez fait l'essentiel. Il est parti. Nous lui avons conçu une maison. D'abord, nous avons fait l'ossature jusqu'à plus on faisait ça en terre battue, en banco. Mais la maman là avait de l'argent. Elle a donc donné l'argent à ma mère d'aller lui acheter les tôles pour venir couvrir sa maison. C'est comme ça que cette maman a eu la maison. Et vous intégrez ce secteur comment? Non, mais j'en arrive. Allez-y, arrivez. Peut-être je faisais question de temps. Donc, le papa décède. Le jour où j'ai organisé les obsèques, là, quand il meurt, maintenant, j'ai travaillé, j'étais déjà actif. Ma tante me dit, ton père a dit que c'est toi qui dois l'enterrer. J'avais organisé les obsèques. Là, j'étais diacre, je n'étais même pas encore prêtre. J'étais déjà prêtre, diacre. On organise les obsèques, on l'enterre. Elle sort un gobelet, je l'ai encore en souvenir, sous forme, en céramique, sous forme de la tête humaine. Elle me dit, voilà là où buvait ton père, il te donne ce gobelet. Elle sort une paire de chaussures, elle me donne un coq. Elle me dit, voilà ce que ton père a dit, que je te donne après l'enterrement. Moi, je me suis réjoui, je me dis, ok, merci, ils sont partis. Elle, à son tour, j'ai continué à l'entretenir, à venir à son aide, à la soigner quand elle était malade. À l'approche, donc, elle a senti que ça n'allait pas. Elle me fait donc appel. En ce temps, je voyageais, comme je vous ai dit, un peu partout. Mais elle a insisté en voyant ma maman, va. Appelle mon fils qui vient. Je suis arrivé. Elle me donne la machette, elle me donne ma lime, affûte la machette là. J'affûte la machette, je finis. Elle prend sa canne, elle me dit, suis-moi. Elle me dit, là où je t'ai dit de couper, tu coupes. On a fait le tour de la brousse là. On rentre. Quand nous arrivons à quelques 50 mètres de la maison, elle s'assoit sur un tronc d'arbre. Elle me dit, tout ce que je t'ai montré, c'est ce que ton père t'a laissé.
Vous pouvez imaginer, je n'en revenais pas. Je ne savais même pas quelle valeur ça avait. Je cours immédiatement voir mon papa, puis j'étais à environ 1 kilomètre de là. Je dis, tu sais pourquoi on m'appelait tata. Ma tante a dit, voilà ta chance. Et donc c'est à partir de là. C'est un héritage. Un héritage. Très bien. C'est l'héritage. Ceux qui n'ont pas d'héritage aujourd'hui n'auront probablement pas de chance d'avoir... Ils peuvent avoir... Avec le niveau de salaire qu'on a au Cameroun aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est possible d'avoir un logement décent, très honnêtement? Vous qui êtes dans ce secteur-là? C'est pour ça que j'ai dit je ne suis pas sûr. Parce que j'ai d'abord évoqué tout à l'heure que le salaire était trop bas au Cameroun. Quelle est l'option qui reste aux jeunes? Repartir au village? Se faire des huttes? Et si vous dites partir au village faire des huttes, il faut avoir le courage. Parce que quand je dis, parce que vous allez aborder ce point-là, moi pour rentrer dans mon village, où tous les habitants ont été déportés depuis la veille des indépendances, on a fait 58 ans, personne n'était rentré. Moi j'avais décidé que je rentre dans mon village. Il n'y avait pas de quoi où s'abriter. Mais j'ai fait 10 mois dans les huttes en plastique. 10 mois. Dans les huttes que j'ai bâties comme ça en plastique, on logeait, on ouvrait la route et on a commencé à bâtir. 10 mois après, on a fait le premier bâtiment chez Loge. Il faut avoir le courage. Tout le monde n'a pas ce courage. Et non seulement le courage, les moyens. Très bien. Sortons de ce sujet et parlons de deux autres sujets et on va aborder une question qui me paraît très intéressante et j'imagine pour les téléspectateurs qui nous regardent ce mardi. D'abord la question du... Vous êtes agriculteur, vous avez quelques plantations j'imagine. Quand vous regardez la manière avec laquelle ce secteur est en développement, vous avez le sentiment qu'elle peut porter l'économie de ce pays? Beaucoup. Mais il faut une politique. Parce qu'actuellement, on met beaucoup de moyens dans l'agriculture, mais ces moyens ne sont pas ordonnés. Je vous dis, par exemple, je vous ai dit ici à l'entame que l'élément numéro 1 pour l'économie, c'est le voie de communication. Je suis agriculteur, j'ai des plantations. À l'heure aujourd'hui, je suis autour de 50 hectares, où je dois mettre le cacao, où il y a le plantain, il y a tout, un peu de tout. C'est toujours un héritage? Non, là c'est ma force. Ce n'est pas l'héritage. Oui, allez-y. Ce n'est pas l'héritage, c'est ma force, c'est la volonté. Parce qu'il a fallu que je prenne mon courage dans les bras pour dire que je rentre. Là où les maquis nous ont chassés. Donc, si il y a les routes et qu'on installe les jeunes, parce que quand je dis installer les jeunes, parce que pour dire qu'un jeune vient, tu vas rester ici, la première année, il faut qu'il soit soutenu. S'il n'est pas soutenu, il va manger quoi? S'il est soutenu la première année, la deuxième année, ça va. Il peut déjà, parce qu'il y a des maraîchères qui vont vite produire de l'argent, que vous devez commencer à vivre. Mais il faut avoir un moyen de les évacuer. Actuellement, je suis à Douala, j'ai des problèmes parce que je ne suis pas allé au village depuis un temps. Est-ce que ce n'est que ça l'une des alternatives? Est-ce que c'est les voies de communication qui vous paraissent en priorité? En priorité. La formation de l'agriculteur, qu'est-ce que vous en faites? Bon, la formation de l'agriculteur même vient, même si c'est dans le tas. Parce que nos grands-pères qui cultivaient avant, permettez-moi, est-ce qu'ils avaient fait la formation en agriculture? Non. Savaient-ils conditionner les aliments? Ou alors ce qu'ils avaient produit, la récolte? Je vais dire, ils ont produit, ils ont gagné, ils ont envoyé les enfants à l'école. Aujourd'hui... Le monde a beaucoup évolué. Hein? Oui, le monde évolue. Voilà pourquoi même les enfants qui vont maintenant dans les villages pour cultiver, il y a des formations, il y a des unités que l'État met sur le terrain pour former les gars. Mais on arrive dans un village, il n'y a personne. Et je vous le dis, et c'est vrai. Pourquoi, à votre avis, l'agriculture ne fait plus courir les jeunes? Oui, l'agriculture ne fait plus courir les jeunes parce que les jeunes veulent avoir la vie facile, les moyens rapides, la moto. Et c'est qu'en un jour, il y a ces 5 000, 10 000. Il faut attendre combien d'années pour qu'ils commencent à entrer de l'argent? Non. Et moi, je dis, si j'étais à la place du gouvernement, il y a un moyen simple d'arrêter ces motos. Sans forcer, sans brutalité.
ce n'est pas ce domaine que nous abordons, mais parce que au fur et à mesure que les jeunes vont fuir nos villages, nous n'aurons plus de main-d'œuvre. Moi, pour chercher la main-d'œuvre, je suis obligé de courir dans les villages lointains, par moment à Bamenda, par moment peut-être dans ma belle famille, pour aller chercher les jeunes qui viennent pendant un temps, pendant une période, faire cesser et partir. Mais après, il faut l'entretien. Aujourd'hui, j'ai poussé mes enfants là-dedans. Je leur ai dit, bon, voilà, ce que je fais là maintenant, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Si c'était pour moi, je dormirais, je mangerais, je serais tranquille. Mais pour vous, voilà. Je leur donne l'exemple de labourer de ces enfants. Si vous voulez, voilà votre avenir. Moi, je n'attends pas les résultats seulement parce que je les demande. Mais ce qu'ils me donnent, je peux vous donner plusieurs exemples. Bon. Le petit exploitant a besoin de quoi, au-delà des routes? Les terres. Le petit exploitant, il faut d'abord avoir les terres. Parce qu'il y a des gens qui ont la volonté de faire, mais n'ont pas de terre. N'ont pas de terre. Après, si tu as ta terre, tu as où te loger. Parce que le plus souvent, quand tu viens de la ville pour aller au village, on te considère comme nous considérons ceux qui viennent de l'Occident. Ils savent que tu as les moyens. Or, tu n'as pas. Ils ne vont pas t'aider là. Je vais vous donner une anecdote. Il y a un monsieur qui a mis longtemps en ville. Il fallait qu'il rentre. Il n'avait pas moyen, mais il a eu une idée. Il a pris des cantines, il a rempli des bouteilles vides, des bidons et tout. Il a fermé. Il a eu quand même l'argent pour payer le transport. Il arrive au village. Oh, des cantines qui descendaient. Ah, il est venu. Il dit, mes frères, j'ai des cantines là. Mais pour les ouvrir, je ne peux pas les ouvrir en plein air. Construisez-moi. Allez, les nattes. En 2 temps, en 2 semaines, il avait déjà une maison. Il ouvrait ses caisses maintenant. C'est les bidons et les bouteilles vides. Il dit, si je vous avais dit, vous n'aurez pas cru. Si tu veux aller faire ton vin de palme, prends un bidon. Si tu as besoin de ça, prends un bidon. Mais s'il venait ouvertement en leur disant la vérité, personne ne l'aurait aidé. Tu as passé tout ton temps en ville. Donc, l'installation, j'ai dit aux jeunes, que même pas seulement les jeunes, toute personne qui veut rentrer au village, il faut que de temps en temps qu'il fasse un pas, qu'il aille au village, qu'il soit en contact avec les gens du village. On ne va pas te mépriser. Mais si tu ne vas pas de temps en temps, tu quittes immédiatement, ton installation sera difficile. Que pensez-vous de la jeunesse et la consommation des stupéfiants? Ceci à la lumière naturellement du rapport qui a été dressé par un réseau de parlementaires et qui a été soumis aux parlementaires qui tiennent la session budgétaire du mois de novembre. Et permettez-moi... Qu'on en soit arrivé là, c'est peut-être encore la preuve que les religions ne font plus leur travail. Non. Est-ce que ces jeunes vont à l'église, dans les églises? Et Boileau, une paix à son âme, avait chanté, il dit que la jeunesse d'aujourd'hui, le jour du dimanche, au lieu d'aller à l'église, il dit, ils vont dans les maisons de cinéma, ils vont dans les terrains de football. Et après, quand ça les arrive, on accuse que ce sont les démons. Non. Les jeunes d'aujourd'hui ne vont plus, ne croient même pas en Dieu. Vous êtes excessif. Je ne suis pas excessif, Yves. Mais je dis, parce que je parle, on me dit souvent, il ne faut pas prendre l'exemple ailleurs. Moi, je suis marié, père des enfants. J'ai même des petits-fils. Imaginez-vous. J'ai une concession qui est religieuse. J'ai des enfants qui dorment tant que les autres chantent à l'église. Faudrait-il prendre un bâton pour les taper? Je donne des conseils, je parle. Mais je ne sais pas. La Bible a été claire. Une jeunesse perverse et revêche. Ça c'est clair, parce que c'était prévu que ces temps-ci vont arriver. Le modernisme, ce petit écran a détruit nos mœurs et nos familles. Est-ce que ce n'est pas parce que l'Église a du mal à s'adapter également à ces réalités de la mondialisation, de manière globale, hein? Quand vous parlez de l'Église, oui. J'ai souvent dit que l'Église, nous avons raté peut-être notre mission en quoi faisant, parce qu'on n'a pas dit la vérité aux gens. Les premiers missionnaires, permettez-moi, je ne veux pas citer les noms des églises, ils ont donné une doctrine à nos parents qui a une vérité cachée.
Que veut dire la vérité cachée? Comment il y a la vérité et on la cache? C'est pas possible. La vérité, c'est-à-dire ce qui est mis à nu devant tout le monde, que tout le monde doit savoir. On n'a pas dit la vérité, c'est-à-dire tu récolteras ce que tu auras semé. Cette loi est immuable. Tu récolteras ce que tu auras semé. C'est-à-dire, si aujourd'hui, parce que le plus souvent on accuse les parents éduquent les parents envoient les enfants à l'école, mais l'enfant se détourne d'avoir désiré par le parent pour entrer dans les compagnies. Dans nos villages, on ne connaissait pas la cocaïne. Dans nos villages, on ne connaissait pas tous ces produits qu'on appelle quoi là aujourd'hui, où les gens prennent. Mais c'est la cohabitation qui a apporté tout cela. La religion, vous allez dire, ne détruisez pas vos âmes. Nous allons commencer, il reste qu'on fasse seulement comme Jean-Baptiste, qu'on commence à courir partout, dire aux jeunes que non, ne faites plus. Mais ils vont te lapider. Parce qu'ils ne veulent pas entendre de cela, ils savent que Dieu est mort. Donc ce n'est pas la faute de la religion de manière globale. La religion n'a rien à voir là-dedans. Mais cette déviance-là, c'est l'unique responsabilité. Les compagnies, c'est la société. C'est la société. Vous êtes de l'église catholique dite libérale. C'est ce que vous m'aviez dit à l'entendre. Départ. Oui. C'est cela? Au départ, oui. Que pensez-vous de l'homosexualité et les abus sexuels sur mineurs dans l'église à laquelle vous appartenez? Non. Chez nous, on n'en parle même pas, c'est tabou. C'est une histoire tabou. Pourquoi c'est tabou? On dit l'homme, au départ, était seul. Parce que quand on entre dans d'autres écrits, on dit qu'il était bisexuel, c'est-à-dire arriver à se satisfaire seul. Mais Dieu n'a pas trouvé ça bon. Il a fait la séparation des sexes. Il a trouvé que l'homme et la femme devaient être côte à côte pour procréer. Ça, c'était le but. L'homme et la femme étaient bénis et Dieu les a dit remplissez la terre et assujettissez-la, c'est-à-dire dominez-la. Si Dieu avait vu qu'il était normal que deux animaux mâles comment on appelle ça, s'accouplent, il n'aurait pas dit qu'il y ait le mâle et la femelle. Mais comment voulez-vous l'homme? L'homme a été l'animal le plus bête. Permettez-moi l'expression, peut-être que je suis un peu violent dans ce sens. Parce que l'homosexualité ne doit même pas exister. C'est une perversion. Des accusations d'abus sexuels sur mineurs au sein de l'église catholique. Quelle est la lecture que vous en faites? C'est ce que je suis à partir des médias. Je ne fais pas les enquêtes là-bas. Mais si vous prenez la Bible, vous lisez 1 Timothée au chapitre 3. On a dit, pour prendre charge de l'église, il faut être marié à une femme. Savoir éduquer ses enfants. Et avec tout ce qui suit, on a parlé des évêques et des diacres. Les prêtres sont à l'intermédiaire, à l'intervalle. Si aujourd'hui, vous trouvez bon que vous ne devez pas vous marier, mais restez chaste. Et Paul dit, si vous voyez que l'œil gauche vous tente, mariez-vous. C'est là qui trouvent bon pour aller faire la pédophilie, l'homosexualité. Je ne sais pas s'ils font ça au nom de Dieu étant de l'Église. Ou ils savent ce qui les attend. Nous, nous sommes contre. Vous êtes contre? Contre. Absolument contre. Très bien. L'Église à laquelle vous appartenez aujourd'hui fait face quand même à une montée fulgurante des églises dites de réveil. Ce sont des églises qui enrôlent un nombre maximum d'adeptes au Cameroun aujourd'hui. Je voulais justement vous poser la question, est-ce que ce n'est pas finalement aussi un aveu d'échec de ces églises conventionnelles à laquelle vous appartenez? Merci, la question là est très pertinente. Dire que c'est un échec, je dirais oui et non. Parce que les églises dites de réveil
promettent monts et merveilles à leurs adeptes. Donc ils utilisent une ruse. Ils les trompent. Ils estorquent même leurs biens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et au nom de qui? Au nom de Jésus. Non. Là, vous jouez le rôle de mauvais avocat, là. Non, pas un mauvais avocat. J'ai dit ce qui est vrai. Non. Mais en face, vous n'avez pas un contradicteur pour vous dire le contraire. Bon, s'il venait, si c'était même, peut-être prochainement, vous allez organiser et nous serons face à face. Nous allons essayer de prouver le pour et le contre. Je le dis. Saint Paul a dit ceci. J'étais libre de prendre pour épouse une sœur dans la communauté. J'étais libre que l'Église me prenne en charge. Mais j'ai prêché par l'exemple. J'ai prêché par l'exemple. Et c'est ça que moi, qui suis devant vous, fais. Moi, je ne sais pas. L'Église... Est-ce qu'il n'y a pas trop de dogmes au sein de l'Église à laquelle vous appartenez? Non, quel dogme? Et ce n'est même pas ça qui fait fuir les fidèles? Non, il n'y a même pas de dogme. Quand je dis dogme, c'est-à-dire... je vous ai dit que je suis... Parce que vous n'avez pas encore atteint cette église. Je vous ai dit je viens de l'Église catholique libérale. Libéral veut dire quoi? Libéralisme, c'est dans le sens que on te propose et tu es libre d'accepter ou de ne pas accepter. Ce qui veut dire pas de dogme. On ne t'oblige pas. Mais chacun... C'est une branche de l'Église catholique qui est quand même très peu connue. Hein? On va arriver. Je veux donc dire que l'Église catholique libérale est la première église qu'on appelait dite traditionnelle à venir dans ce pays en 1982. Par feu, Monseigneur Philippe Técapé à son âme, il est décédé aujourd'hui. C'est la première église qui est venue enseigner un enseignement contraire à tout ce que, je peux dire pas contraire, mais pour ouvrir un pan de voile à la connaissance des Saintes Écritures. Et à partir de là, beaucoup d'églises ont trouvé bon. Nous, au départ, même on était pourchassés dans ce pays comme si nous étions des partis politiques. Il n'y avait pas encore le multipartisme. Nous sommes revenus en 1990 quand on a donné le feu vert au multipartisme. Mais avant, on ne connaissait que l'église de Rome, l'église protestante, l'église anglicane, l'église orthodoxe grecque, point bas. Or, il y a beaucoup d'églises catholiques. Beaucoup. Et je suis quand même un peu offusqué au moment où, quand l'église de Rome veut parler, il parlait tout court de l'église catholique. Toutes les églises sont catholiques. Il faut me demander pourquoi. Toutes les églises sont catholiques. Même les musulmans sont catholiques. Tous sont catholiques. Pourquoi? Catholique veut dire ouvert à tous. D'autres disent catholique veut dire universel. Non. Catholique, quand vous dites par exemple ma maison n'est pas catholique, ça signifie que quoi? Que votre maison n'est pas une maison publique. Catholique veut dire public. Mais il y a un qualificatif qui suit. Lequel? Église catholique romaine. Église catholique anglicane. L'église catholique grecque, orthodoxe, veut dire c'est une église ouverte à tous, mais avec les coutumes du pays. Coutumes de Rome, coutumes anglaises, coutumes grecques. Est-ce que justement cet éclatement au sein de l'église catholique ne justifie pas justement qu'elle ait perdu de sa verve ou de sa superbe sur le terrain de l'évangélisation? C'est peut-être ça la question. Il y en a tellement. Vous venez de les énumérer. Il y a beaucoup. Est-ce que ce n'est pas là aussi votre faiblesse? Non, je veux dire, l'église catholique n'a pas faibli, n'a même pas failli. Mais elle doit toujours se réformer parce que on suit l'évolution. Parce que dans le temps, tu ne pouvais pas dire à ma grand-mère que Marie n'est pas montée au ciel corps et âme. Mais les autres, aujourd'hui, c'est dépassé. Il y a l'Internet. Quand on va dire maintenant Assomption, tu vas entrer dans l'Internet, on va te donner l'explication. Tu vas dire que, ah, voilà pourquoi j'ai dit, il faut une réforme permanente. Au fur et à mesure que l'évolution est, on avance. Donc vous suivez l'évolution? On suit l'évolution, absolument. Il faut suivre l'évolution. Mais
dans un enseignement, c'est-à-dire dans une moralisation. On ne peut pas suivre l'évolution en disant que l'homosexuel c'est bon, il faut qu'on puisse marier les gens. Jamais. Quelle est la ligne conductrice d'une église libérale? La ligne conductrice, c'est l'évolution de l'âme. C'est-à-dire, l'homme doit atteindre la parfaite statue de Christ, comme c'est dit dans Éphésiens 4. Pour qu'on atteigne la perfection, on ne peut pas faire ça en une vie. Parce qu'il y a l'état qu'il faut déjà éliminer. Nous allons donc dire que notre enseignement va jusqu'à atteindre ce que les autres n'aiment pas dire. Vous n'avez pas toujours répondu à ma question, hein, Excellence. Laquelle? Qu'est-ce qui justifie que vous ayez perdu du terrain? On n'a pas perdu du terrain. Si, vous avez perdu du terrain. Les populations augmentent. Et l'Église... Vous n'arrivez plus à convaincre? Votre technique d'évangélisation est dépassée, c'est cela? Ça n'est pas dépassé, tout au contraire, ça évolue. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Église de Rome. Ils ont créé des CV dans tous les quartiers. Avant, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, c'est une manière d'approche. On se rapproche au fur et à mesure. Mais, même jusque-là, si on va suivre les Saintes Écritures où Christ a dit, j'ai apporté l'épée. Même au sein d'une famille, vous serez divisés. Mais la réponse est simple. Quand on est venu dire à Jésus, il y a des gens, il y a quelqu'un qui est en train de faire des miracles là-bas, il a fait, il dit, ceux qui sont francs-maçons là, ceux qui savent que Jésus est là, ceux-là, c'est leur affaire. C'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai actuellement chez moi un monsieur qui est de Brotherhood. Lui et moi, en débattant, je lui ai posé la question, que veut dire Brotherhood? Votre prophète dit non, c'est l'incarnation de Christ. J'ai dit non, mon frère, non. Christ ne s'est pas encore incarné. Parce que si tu parles que, il s'appelle qui encore, l'homme de Brotherhood là, Olumba, est l'incarnation de Christ, je vous dis non. Parce que même Baha'u'llah, en 840, est venu et dire qu'il est le dernier Christ. Vos prévisions, vos prophéties n'aboutissent pas. Le Christ a donné des signes par lesquels nous reconnaîtrons sa venue. Et aujourd'hui, nous n'avons que des bribes qui sont la télévision, l'Internet et tout. Parce qu'il a dit... Et vous avez dit que vous suivez également l'évolution, c'est curieux que... Oui, c'est ça l'évolution. C'est curieux que vous ne compreniez pas qu'il faut aussi s'adapter à cette réalité-là. Non, je n'ai pas dit qu'on ne s'adapte pas. On s'adapte à la communication, nous sommes là aujourd'hui. Est-ce qu'avant, il y avait la télé qu'on pouvait me regarder? Non. On s'adapte. Si on ne s'adapte pas, je ne serais pas venu là. Très bien. Je voudrais qu'on dise quand même un mot sur vous, hein, avant de venir sur votre parcours, qui est jalonné quand même d'étapes. Vous avez été ordonné prêtre, précisément, c'était le 16 mai 1996. Oui. Par qui? Monseigneur Christian Choc, de l'Église catholique libérale. Et avant d'arriver là, j'ai été ordonné diacre le 9 août 1984 par Monseigneur Georges-André Lhote, par son âme, il est mort. J'ai fait tout... Le choix de l'Église libérale, oui. Est-ce que c'est un choix qui ne se justifie pas par le fait que vous souhaitiez le mariage et vous saviez qu'au niveau de l'Église catholique romaine, on fait vœu de célibat? Très bien, c'est une belle question. Il y a beaucoup de nos frères qui ont démissionné parce qu'ils n'ont pas voulu fonder une famille. Ce qui a motivé mon entrée à l'Église catholique libérale, c'est de me marier, c'est quoi? C'est simple. La première recommandation que Dieu a donnée à l'homme, c'est de quoi? C'est de se marier, d'être fécond et de remplir la terre. Si j'accepte maintenant que je ne me marie pas, je vais évangéliser les quais. Si tout le monde était célibataire comme moi, on va évangéliser les quais. Donc, il faut remplir la condition divine. Se marier, procréer et dominer la terre. C'est que Dieu a voulu que la terre soit multiple. Tout, je dis bien, ceux qui acceptent le célibat, je ne les reproche pas, mais qui ne regardent pas à gauche. C'est lucratif d'être un homme de Dieu aujourd'hui? Lucratif. Tout vous avez des terrains, vous êtes propriétaire immobilier, vous avez
C'est parce que je cherche pour les miens. Parce qu'un évêque, c'est qui? C'est le surveillant, c'est un gardien de troupeau. Vous ne ruinez pas vos fidèles au passage? Au culte, je ne sais même pas où vont leurs deniers de culte. Hein. Je suis un ordonnateur de dépenses. Peut-être il faut payer l'encens, il faut payer le charbon, il faut payer ceci. Je ne suis pas nourri par l'Église. Je ne prends rien de mes fidèles. Ils sont à l'écoute, ils sont là, ils savent qu'ils peuvent vous appeler, même pour vous dire que notre supérieur manque. Non. La première condition qu'on donne pour être prêtre chez nous, tu dois exercer une profession libérale pour subvenir aux besoins de ta famille. Ce n'est pas le dîme, pas le dîme, la quête que les vieilles mamans vont donner, que tu vas commencer à l'exiger et tout ça. Non, tu seras en ce temps quelqu'un qui va faire des choses pas bien. Pas bien. Très bien. Prêtre donc marié et père de plusieurs enfants. Beaucoup d'enfants, je suis même arrière-grand-père. Je voudrais qu'on évoque deux autres questions. D'abord, une question qui a trait à l'une de vos qualités. Vous êtes chaudronnier de formation. C'est une vocation que vous avez embrassée. À quel moment? Très bien, merci. Vous savez, nos parents n'avaient pas le temps de nous orienter. À l'école, j'ai d'abord commencé par l'enseignement général. En 1965 à 1969, j'ai fait le collège Kingakwa. Après, quand mes parents n'avaient plus les moyens pour payer le collège Kingakwa, mon oncle s'est chargé de dire qu'il me mettait au secrétariat de Bali pour apprendre la comptabilité. Lui aussi arrivé là-bas, il m'a abandonné à Michebon. J'étais obligé de rentrer auprès de mes parents. Rentrer auprès de mes parents pour faire quoi? Pour devenir, comment on appelle ça? Un tendeur de pièges. Parce qu'avant, on ne savait pas, à l'époque, il y avait les braconniers. Non, j'ai tendé mes pièges et tout. Je savais que pour moi, là, ça en est terminé. Je vous ai dit, un ami avec qui je devais voyager, à son âme, il s'appelait Tonien, Kilama Laurent. Un jour, il m'envoie une note. Il me dit, viens tenter ta chance. Où? À l'entreprise qu'on appelait Goujon, entreprise Boubert, Amadio et Goujon. Pour apprendre quoi? La plomberie. Voilà le premier métier que j'ai appris. Imaginez, j'avais 16 ans. Je ne savais même pas ce que c'était plomberie. Quoi. Mais les Blancs, ils devaient faire un test psychotechnique que je ne savais pas. Un tas de ferrailles, ils nous envoient là-bas et disent que chacun de vous m'apporte un coude. Il y avait plein de noms. Ça fait des costauds, tout est gâté. Mais coude, je n'avais jamais entendu ce nom. Le coude, je savais que seulement c'est le bras. Le bras qui est ici, ça qu'on appelle coude. Je me suis posé question. Tout le monde a couru vers le tas de ferrailles. Hein. Moi, je me suis posé question. Est-ce qu'on a coupé un coude, on a caché là? J'ai réfléchi. Après, le banc m'a réveillé. Toi, tu ne pars pas. Ensuite, je suis saute. Je vais là-bas. Je croise mes bras. Coude. Qu'est-ce qu'on appelle coude ici? Après, j'ai vu un truc là, j'ai ramassé. J'ai mis la forme là pour regarder. Ça épousait le coude. Je suis venu. Je lui tends ça. Et il m'a posé la question. C'est ça le coude? J'allais faire pipi sur place. Il dit, je ne connais pas le coude, je ne connais pas la plomberie, mais j'ai vu que ça épousait mon coude. Voilà pourquoi j'ai pris. Il demande ton nom, je lui donne le nom. C'était un métier lucratif à votre époque, être chaudronnier? Non, la chaudronnerie viendra après. J'ai commencé par la plomberie. On connaissait. J'ai dit, je sortais de l'enseignement général, je ne connaissais même pas ce qu'on appelait chaudronnier. Ça faisait quoi? Alors, au résultat, c'est moi qui ai trouvé ce qu'on appelait le coude. Tout le monde là, chacun portait une masse là-bas. Mais ce qui a causé un problème, c'était quoi? La jeunesse. Parce que tous les autres, c'était des gars colosses, tout. J'étais même. Après, Gérard Goujon s'est levé, il a dit, c'est lui qui a trouvé, c'est lui. On m'embauche donc dans Goujon, de compagnie, comme apprenti plombier. Mon premier chantier, c'est la banque centrale, la BEAC, qui est à Sabunadjo. Je connais toute la BEAC, toutes les installations de la BEAC. Très bien. Voilà. C'est à partir de là que c'est lui qui me formait en plomberie, me donne donc l'adresse de Pont-à-Mousson pour apprendre la chaudronnerie par correspondance. Je connaissais que j'apprenais quoi?
Moi, j'apprenais, je savais pas. C'est après quand j'ai eu mon diplôme, je suis resté tranquille, aller travailler chez les Blancs. J'ai commencé à faire mes bricoles au quartier. Vient donc M. Ngan, que je vous ai dit qu'on a assassiné. Il logeait dans la maison de mon oncle. Il me voit faire le carrelage, la plomberie, la peinture, tout. Il me dit, mais qu'est-ce que le métier que tu fais exactement? J'ai dit, c'est pas mon métier, j'ai fait la chaudronnerie. Ah, la chaudronnerie, il dit oui. C'est là où il m'embauche. C'est là où commence maintenant ma carrière à chaudronnerie. Comment est-ce que vous vous retrouvez au niveau de la KDI? Ah, à la KDI. Vous êtes renseigné. Je suis quelqu'un qui fait la chaudronnerie. Il y a un monsieur, Tenante Francis, qui gagne un marché de Faubert pour construire un bac qui doit traverser la KDI. Il cherchait un chaudronnier pour pouvoir le faire. Malheureusement pour lui, il n'arrivait pas à trouver. Il court au chantier naval. Il trouve un certain monsieur Corna. Corna lui dit, je vais te confier quelqu'un qui va faire ton métier. C'est là où le monsieur le contacte. Et c'est à partir de là que j'ai tout préfabriqué ici pour amener ce bac que mon frère, il était encore à Batouri. Il me voyait là-bas, il m'appelait ingénieur du bac. Il ne peut pas savoir que c'est moi aujourd'hui. J'étais prêtre, mais je ne l'avais jamais dit. Alors j'ai construit ce bac motorisé qui a fait la fierté des gens de l'Est. C'était très bon. On avait même surnommé ce bac Titanic. La question que je voudrais justement vous poser, est-ce qu'à l'époque, quand on était chaudronnier, on pouvait vivre aisément de son art? Bien sûr. On pouvait bien vivre. Puisque les vrais chaudronniers, le salaire, ils étaient rares. C'est après maintenant que les enfants sont entrés dans les écoles, on a commencé comme le lycée technique, on a commencé à apprendre la chaudronnerie et tout. Avant, on apprenait même dans le tas. Et après, ce métier, jusqu'à aujourd'hui, c'est un métier d'avenir. La chaudronnerie nourrit son nom. Quand vous regardez les projets structurants au Cameroun aujourd'hui, vous avez le sentiment que les Camerounais sont suffisamment bien outillés, par exemple dans ce secteur d'activité très recherché, dans les projets structurants. Vous avez l'impression que ces jeunes aujourd'hui qui se lancent dans ce secteur d'activité-là et qui ont choisi cette profession sont suffisamment outillés pour jouer les premiers rôles et non ceux de manœuvre, comme on semble le dire quelquefois. Je vais vous dire quelque chose, Yves, qui va peut-être vous étonner. Et quand il y avait l'extension des pipelines, ici, j'avais fait un appel à tous les chaudronniers qu'on fasse ce que nous pouvons appeler consortium. Comme si on veut un chaudronnier, qu'on vienne nous voir. Ah, les gars ont dit non, ça ne va pas bon, il faut que chacun se lance. Les autres, tout le monde a commencé à prendre le large pour aller se faire. C'est même arrivé là-bas. Les Blancs avaient déjà calculé tout. Ils sont venus avec leur soudeur. Ils sont rentrés, non rien. Donc tout dépend des conventions qu'on signe. Si on dit qu'il faut, c'est vrai, en nombre, en quantité, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas. Donc il faut former, il faut que les écoles pour former davantage. Mais les chaudronniers que nous avons aussi sont capables. Ils sont bien outillés pour... N'ont-ils pas besoin de recyclage? Mais ça dépend de, je vous ai dit, la technologie prend de l'ampleur. Il peut y avoir de nouvelles machines. Ce n'est qu'un stage, un recyclage. D'abord, même nous qui sommes évêques, on dit le jour où tu cesses d'apprendre, tu dois cesser d'enseigner. Donc tous les jours, tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Tu ne peux pas dire que ça en est terminé. Non, on apprend. Parlons justement de ça, la question adéquation, formation, emploi. C'est justement là où je voulais en arriver aujourd'hui. Le système éducatif au Cameroun aujourd'hui favorise-t-il aujourd'hui l'insertion socio-professionnelle d'un jeune? Non. Pourquoi? Permettez-moi de dire directement non. Parce qu'il n'y a que la théorie. Il n'y a pas de pratique. S'il me venait un jour d'avoir la décision dans ce pays, je ne paierai jamais le diplôme. Je paierai le rendement.
Parce que quand tu sais qu'il te faut un rendement pour être payé, tu fais les efforts. J'ai eu des gars qui sont venus diplômés plus que moi. Moi, je n'en ai même pas. Mais qu'il fallait que je forme. Ne connaissant rien, il fallait les former pour qu'ils deviennent mes chefs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je n'ai jamais voulu chercher. J'ai embauché les gens, puisque c'est moi qui étais même chargé de l'embauche. J'ai embauché les gens qui touchaient plus que moi. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est ton rendement. Si je sais que tu es productif, tu me donnes ce que je veux, on te paye selon tes capacités. Si c'est ça qui va appeler ce qu'on appelle la méritocratie. Vous y croyez? Oui. Parce que si aujourd'hui chacun est seulement bardé de diplômes, il vient, il veut un bureau climatisé, il va produire quoi? Rien. C'est un consommateur. C'est les manœuvres qui produisent. Donc il faut qu'on soit des producteurs. Et moi, on doit payer suivant le rendement. Ça, il y a des gars qui venaient faire des essais, ils veulent qu'ils soient embauchés. Quand ils veulent partir, j'ai dit, pardon, garde ton diplôme. Bon, si tu es soudeur, on te met 2 bouts de tuyau. Est-ce que ce n'est pas un élément quand même important, le diplôme, avant toute chose? Le diplôme est important. Qui est peut-être la preuve de l'aptitude. Pour l'intelligentsia. Le diplôme est important. Mais le diplôme n'est pas synonyme de rendement. Non. Pas du tout. Il faut avoir le diplôme et être aussi capable de donner un rendement sur le terrain. Tu es calé. Là, d'accord. Mais beaucoup qui ont des diplômes ne veulent même pas se salir. Ils appellent ça se salir. Et il y a avoir des coquins. Donc il est là, le commandement, le crayon, le bic, non. Ce n'est pas le technicien. Le technicien, c'est sur le terrain. Vous qui êtes promoteur d'entreprises, les petites et moyennes entreprises sont présentées comme l'un des leviers de croissance également de l'économie du Cameroun aujourd'hui. C'est un critère fondamental pour vous? Pour moi. Mais je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Pour moi, ça produit des effets? Vous avez l'impression que vos entreprises sont rentables? Tant que j'ai choisi ce que je trouve meilleur, j'ai un bon rendement. Pourquoi? Pour avoir aussi un rendement, il y a 3 éléments qui doivent être pris en compte. L'ouvrier en premier, l'outillage, le second, et le fournisseur en 3e lieu. Développer. Les 3, je développe. Quand l'ouvrier est bien payé, il te donne un bon rendement. Vous comprenez? Si maintenant, tu as un bon outil de travail, tu as un bon rendement. Si ton fournisseur est fier que chaque fois vous n'avez pas d'arriéré, tu remplis tes conditions, tu as un bon rendement. Donc, il y a personnel, c'est-à-dire l'ouvrier, outils, fournisseur. Donc, capital humain et capital matériel. Matériel. Très bien. Au Cameroun aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites? Est-ce que ces éléments que vous venez d'évoquer sont ceux qui sont mis en avant? Non. Si je dis un non sec, parce que il n'y a plus de convention collective aujourd'hui. Avant, il y avait la convention collective. C'est-à-dire, quand tu savais que tu étais un ouvrier de la 4e catégorie, tu devais gagner tant. Tu étais un ouvrier de la 6e catégorie, tu devais gagner tant. Tu es un agent de maîtrise de terre, tu devais gagner tant. Or, aujourd'hui, c'est le patron, tu es à la merci du patron. C'est ce que j'ai appelé ici forme d'esclavage. Tu es à la merci du patron. Il te donne ce qu'il veut. Il ne veut pas, si tu ne veux pas, laisse. Non, il n'y a rien qui nous protège. Il n'y a rien qui protège l'ouvrier. Il n'y a rien qui garantit la valeur de l'ouvrier. Or, quand il y avait la convention, des entreprises se soumettaient et faisaient une bonne sélection. Donc, à l'allure où nous allons, je me pose la question, si les PME vont résister, les PME vont faire la débrouillardise, comme on dit. Parce que même les travaux, vous avez une société où vous soumissionnez. Moi, j'en ai été victime. Vous soumissionnez, le patron, le décideur, il prend ton offre, il l'ouvre. Il a une société écran de feignants. Il leur envoie ton offre.
ils étudient, ils mettent un prix un peu plus bas. Ils disent que c'est la société là qui a gagné. Comment on peut progresser? Pas du tout. Et c'est ça qui est fait des gens aujourd'hui. On ne donne pas à qui des droits, c'est lui qui mérite. Vous avez appelé ça, j'entends toujours les tuyaux, ou vous appelez ça des connexions, ou quoi. C'est ça qui tue. Ça tue le pays, ça tue l'économie. Les centres d'incubation qui existent aujourd'hui, la Banque des petites et moyennes entreprises, c'est une avancée pour permettre à ces PME-là aujourd'hui de jouer pleinement leur rôle. Quand vous allez là-bas, on vous demande les garanties. Il faut avoir un titre foncier pour hypothéquer, pour qu'on vous donne de l'argent. Vous croyez que vous qui venez de vous installer, vous avez déjà l'argent pour avoir un titre foncier pour venir hypothéquer? Vous n'avez pas. Et voilà pourquoi la banque, l'argent est là. Ils ne peuvent rien donner à qui? Finalement, les PME sont laissés à la merci. On vous donne des conditions qui ne sont pas acceptables. Vous ne pouvez pas. On vous donne des conditions remplies que vous ne pouvez pas. Excellence. Et pourtant, ce n'est que l'entrée pour démarrer. Que faites-vous du management au sein des petites et moyennes entreprises? Le management? On a souvent posé ça comme l'une des problématiques du mauvais décollage ou du non-décollage de plusieurs entreprises de cette taille-là. Est-ce que les petites et moyennes entreprises font même des colloques? Non. Chacun qui a sa petite et moyenne entreprise fait ça à sa guise selon sa tête. Rien n'est harmonisé. Comment on peut décoller quand chacun fait à sa guise? Comment? On ne peut pas. Aujourd'hui, c'est l'union. On ne peut rien faire seul. Vous êtes seul, vous êtes minoritaire, vous ne pouvez pas progresser. Il faut être en union. Il faut faire l'union afin de pouvoir trouver quelque chose. Parce que quand vous faites votre union là, il y a les bons, les moins bons, les fainéants. Mais tout fait, c'est l'ensemble de la chaîne. Tous les maillons là sont valables pour une chaîne. Mais si vous n'êtes pas comme ça, le management n'ira pas. Parce que chacun va manager comme il veut. Ce n'est pas bon. Comment est-ce qu'on développe les PME au Cameroun? Comment on les rend compétitifs à votre avis? Vous qui en êtes pour être compétitif. Pour être compétitif. Nous sommes au XXIe siècle, on a les accords de partenariat qui sont déjà là, on a l'ouverture des frontières, c'est la mondialisation, c'est l'économie libérale. Comment on rend compétitifs les PME dans un pays comme le Cameroun? Premièrement, il faut que les décideurs laissent libres les patrons des PME. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, comme je venais de le dire tout à l'heure, il ne faudrait pas quand on lance un appel d'offres, au moment de dépouillement, on soutient les offres pour donner à celui qu'on veut que c'est lui qui gagne. Le plus souvent, il n'est pas bon. Non. Première chose. La deuxième, quand il y a un appel d'offres qui est lancé et qu'on a attribué à une entreprise, qu'on l'accompagne. Accompagner veut dire, il y a des fois, tu arrives, c'est peut-être le pourcentage qu'on te demande. Tu as fait ton devis pour être compétitif et quelqu'un vient et te dit j'ai 30%. 30% sur quelle base? C'est ce qu'on appelle corruption. Il faut qu'on bannisse la corruption. Il faut qu'on bannisse la corruption. Et qu'on dise c'est lui qui a gagné, il a mérité, on l'accompagne. Ce bon de commande, on te dit va à la banque de PME, on te donne le moyen parce que tu as un marché. Le virement irrévocable, vu le bon de commande, garantit déjà ce que tu peux prendre comme argent pour effectuer ton marché. Moi, je vous dis, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commencé avec 300 000 francs, parce qu'il fallait seulement que je fasse des papiers et tout, mais pour avoir maintenant un capital pour pouvoir payer les matériaux, j'allais chez les usuriers. Et vous les connaissez comment on les appelle, les juifs. Tout ce que tu gagnes, tu dois. Si tu ne respectes pas le délai, c'est terminé, c'est doublé. Finalement, tu as pris 100 000, tu te retrouves que tu dois payer 400 000 francs. Tu ne progresses pas. Parce qu'il n'y a personne qui t'épaule. Donc, s'il y avait cette banque de PME, avec ton bon de commande à la main, qui garantit, on demande seulement une lettre de virement irrévocable à la banque. On vire, tout ce qu'on t'a donné te sert et tu progresses.
S'il n'y a pas cet accompagnement, on va progresser comment? Tu viens, on te demande le pourcentage, on te demande les terrains qu'il faut titrer, qu'il faut hypothéquer. Non. Tu n'en tires un terrain quand tu n'as pas. Comparaison n'étant pas raison, vous qui avez fait plusieurs voyages, vous avez le sentiment qu'au Cameroun, les PME sont plus délaissés qu'ailleurs? Les PME au Cameroun existent par la grâce de Dieu. Ailleurs, c'est le contraire. Les PME sont accompagnés. Je vous donne un exemple. Au Gabon, quand tu arrivais, tu trouvais, on écrivait d'abord Gabonais d'abord. Et c'est vrai. Est-ce que si chez nous, quand on fait l'appel d'offres, on ne sait même pas qui il fait? L'entreprise vient d'où? Ça peut être une entreprise X ou Y de l'extérieur. C'est plus le Camerounais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous ne sommes pas accompagnés. Si je regarde du côté de l'agriculture où je suis, ce que je réclame, c'est la route. Pour évacuer au moins les produits. Les voies d'accès. Les voies d'accès, il n'y en a pas. Bon, je suis en train de faire le cacao. Si je vous montre les panoplies des documents qu'on me demande pour remplir, pour pouvoir faire, peut-être, je demande même une pépinière pour qu'on puisse valoriser la production de cacao dans ce bassin. Ce n'est pas facile. Toi, tu as la volonté, peut-être, c'est lui à qui tu adresses le courrier. Ça n'arrive pas chez lui à temps. Les pépinières doivent se faire en octobre, novembre maxi, pour qu'on puisse planter ces plants en mai-juin de l'année prochaine. Si tu n'es pas sûr des plants, tu vas faire quoi? Il faut commencer à acheter à gauche, à droite, tu ne sais même pas si c'est de la bonne qualité. Monseigneur, on va sortir de notre phase d'échange qui fut finalement plutôt très courtois et assez policier pour ce mardi, avec peut-être une image et un souvenir que vous gardez. De notre entretien. Moi, je dis, si toutes les radios faisaient autant que vous, avec autant de simplicité, autant de courtoisie, et je dirais que nous serons tous les jours auprès de vous. Je suis très content pour cette émission, que je souhaite qu'elle aille de l'avant. Très bien. Et dans la vie, vous avez un souvenir particulier qui vous aurait marqué? Oui. En bien ou en mal? Comme vous voulez. C'est au choix. En bien, c'est l'homme qui m'a sacré évêque, qu'on a appelé Monseigneur Philippe Tetka. Il m'a marqué en bien. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a eu le courage de faire entrer l'église catholique libérale au Cameroun, il n'avait que 26 ans. Il fallait voir quel courage il avait. Il m'a marqué par sa témérité et surtout sa connaissance. En négatif, ce qui m'a marqué, que je n'oublierai pas, c'est la prison que j'ai fait inutilement après le décès de mon patron Joseph Ngane. C'est là où je peux dire que l'échec de ma vie a commencé parce que j'avais déjà une entreprise qui progressait. Mais quand on m'arrête, on me met en tôle. J'ai fait 6 mois. Voilà les traces de torture qui sont restées. J'ai été torturé, croyant que c'est moi qui l'ai assassiné. Et moi, même tuer un poulet, je ne peux pas. Ça m'a marqué toute ma vie. Monseigneur, merci d'être venu dans le cadre de cette phase d'échange sur les antennes de la télévision du monde. Je rappelle que cette émission, Un fauteuil pour vous, recevait donc Monseigneur Luc Emiliam. Si j'ai besoin de dire que vous êtes chaudronnier de formation, opérateur économique, évêque supérieur de la Fraternité Saint-Albin, membre de la Conférence des Églises catholiques et orthodoxes traditionnelles du Cameroun. Plusieurs casquettes à votre actif. 1000 fois merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation sur les antennes de la télévision du monde et d'avoir échangé avec nous sur quelques sujets d'actualité, bien évidemment. Bon retour chez vous. Merci, je vous dis merci. Merci à l'émission, longue vie à l'émission. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à la patronne que je connais
assez bien, mais elle ne me connaît pas. Mais je la connais assez bien. Allez, restez sur les antennes de la télévision du Monde et merci d'avoir suivi cette édition assez, comme je l'ai dit, assez policier, assez poli, hein, d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du Monde. J'aurai certainement le privilège et le plaisir de vous retrouver mardi prochain avec un autre invité. Bonsoir.